Moi, je t'ai dit, le meilleur moyen pour faire en sorte que ton patient il fasse ses exercices, c'est qu'il y trouve un bénéfice immédiat. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où je suis OK sur le fait de me dire, je ne peux pas aider un patient qui n'a pas envie que je l'aide. Je n'ai pas confiance dans l'autodiagnostic des patients, je n'ai pas confiance dans le diagnostic du médecin, je n'ai pas confiance dans mon propre diagnostic. Si pour le coup il vient, je te dis, avec un nom de pathologie dont j'ai jamais entendu parler, au départ dans ma pratique, j'avais honte. Moi j'ai une feuille de bilan, je mettais mon téléphone et j'allais sur Wikipédia et je tapais le nom de sa pathologie. Je me suis déjà retrouvé dans des situations face à des patients experts, des patients qui connaissent mieux que toi leur propre pathologie. Et pour eux, ça les gonfle en fait d'avoir un professionnel de santé qui fait semblant de savoir et qui ne sait pas. Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cet épisode 7 comme ça, de EB Presque, le podcast vidéo pour les professionnels de santé ou pour ceux qui sont passionnés du domaine de la santé. On va venir chercher des sujets un peu plus approfondis. Et cette fois, je vais répondre à Florence, qui est étudiante en 3e année. Ouais, c'est ça, à Toulouse. Et t'es ma stagiaire. Ouais. C'est ton premier jour de stage. C'est ça. Déjà directement dans le bas. Vous étiez hyper nombreux à me poser des questions sur mon parcours. Et je me suis dit, parler seulement de mon parcours, ça fait quand même un peu moi je. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais répondre aux questions des étudiants de ta promo. Carrément. Et en même temps, l'illustrer avec mon parcours à moi en tant que kiné, pro de santé, un peu des réseaux sociaux et tout. Donc, comme d'habitude, la vidéo va être un petit peu plus longue. On va faire des blagues, je pense. Ouais, Moi, carrément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Si vous n'êtes pas abonné, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, créateur de contenu sur les réseaux sociaux où je vulgarise la santé. Vous pouvez juste mettre le son, l'écouter en voiture, l'écouter en plusieurs épisodes et profiter des réponses. Cet épisode principalement du coup pour tous ceux qui sont étudiants en santé. Ouais, c'est ça. J'ai relevé du coup plusieurs questions des étudiants de ma promo et il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Tout d'abord, on aimerait savoir ton parcours. Donc là, quand tu dis on aimerait déjà, tu t'incarnes, tu es la référente de toute ta promo. Je ne suis pas la référente, mais en tout cas, je représente les étudiants de ma promo avec toi aujourd'hui. La classe. C'est cool. T'es déléguée Non, ça se passe comme ça. Je suis pas déléguée. Même pas... Tu t'étais présentée? Non, même pas. Moi, je me suis présenté, j'ai pas été élu. C'est Et encore aujourd'hui, je le vis très très mal. Bon, désolée. Écoute. On reviendra pas sur ça. non, c'est un sujet délicat. T'as quoi comme question? Du coup, déjà, si tu peux nous reprendre un peu ton parcours dans un premier temps. Ouais, alors à l'époque, la PACES, ça s'appelait la PCEM1. Okay. Et donc je suis passé par là. Donc, ah oui, non, mon parcours quand même d'avant. En 4e bleu, j'étais avec Madame Auchard en anglais. Non, alors j'étais un élève très moyen. J'ai eu mon bac avec 11,27. Okay. Donc t'avais combien toi au bac? Moi j'ai eu 16 et quelques. Mais non. Si. Si. Vache. Oh la honte. Bravo, félicitations Florence. Donc j'étais un élève très moyen. Ensuite j'étais à Paris. Okay. Ensuite j'ai fait ma PCEM1, donc qu'on appelait la PACES à Paris 5. J'ai adoré ces 2 périodes de l'année. Souvent les gens, les étudiants en médecine, pardon, je te regarde toi Thibaut, t'es ma source d'inspiration. Donc voilà, j'ai adoré cette période de ma vie. J'étais avec un de mes meilleurs potes, Elric. On a bossé comme des tabanards. J'ai appris à travailler pendant ma première année. J'ai redoublé ma première année. Donc j'ai loupé médecine de quelques places. Moi, c'est ce que je voulais avoir. Je voulais médecine parce que mon rêve de base, comme je regardais beaucoup de Nip Tuck, c'était de faire chirurgie esthétique. Mais pas pour refaire des nez et des boobs, mais principalement pour réparer les grands brûlés, ceux qui avaient des grosses cicatrices. Oui, d'accord, je vois. Et du coup, ça, c'est ce que je retrouve beaucoup dans mon métier de kiné, d'avoir une action qui soit manuelle, mais surtout, tu as une action vraiment directement pour changer en fait le corps des gens. Carrément. Et ça, en fait, c'est ce que j'adore. Du coup, P1 à Paris, j'ai fini 460 sur les 2500. Ok. Ah, tu vois, t'es pas la seule tronche. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que en fait, j'ai eu 18 en sciences humaines et sociales. J'ai adoré l'éthique, la déontologie, la réflexion, et en biologie. Okay. J'ai eu 4 en anat et 5 en biophysique. Bravo. J'avais sélectionné la matière. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais quand tu as un cerveau limité comme le mien, l'anat, encore aujourd'hui, je le paye chaque jour, hein, où mes monteurs sont meilleurs que moi en anatomie. Donc ça, c'était la P1, j'ai adoré. Et après, j'ai fait mes 3 années d'études. À l'époque, c'était que 3 ans. Ouais. Il y avait du bien, il y avait du moins bien. Je pense qu'on était à une époque où la kiné était principalement des données empiriques. C'est-à-dire que tous les kinés avaient toujours fait ça depuis 40 ans, on continue à le faire. Il n'y avait pas encore beaucoup d'approches de la littérature scientifique. Du coup, ça a fait que j'étais un peu un kiné, les dernières générations de kinés qui sont sortis de l'école sans avoir besoin de prouver ce qu'ils faisaient. Parce que ce n'était pas dans la culture. Internet n'était pas du tout ce que c'était, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient développés autant. Donc en fait, en réalité, tu vois, typiquement pour le traitement de la tendinite, moi j'ai eu une fois un cours, la tendinite, c'était le traitement par étirement.
Ok. Basta. Et j'allais en stage et je voyais une stagiaire, enfin, maître de stage qui me disait, bah voilà, c'est les ultrasons. Ouais, et t'as dû approfondir de toi-même. Exactement. J'ai eu mon diplôme en 2010, j'étais très content. J'étais persuadé d'avoir tout compris à la kinésithérapie, mais vraiment, je pense que personne n'avait rien à m'apprendre jusqu'à arriver avec mes vrais premiers patients. Et là, j'ai compris que je valais pas un copec. Je me rappelle mon tout premier patient, j'avais fait un remplat en Bretagne et il venait pour une rupture de la coiffe des rotateurs. Ouais. Et j'étais très emmerdé parce qu'il avait une date de prévue 6 mois plus tard pour une opération chirurgicale, pour une suture de la coiffe, et il n'avait plus aucun symptôme. Et moi, je ne comprenais pas parce que je disais, mais monsieur, vous avez une rupture de la coiffe, faut arrêter de bouger l'épaule. Et lui, il avait fait, c'était un agriculteur, il avait tout récupéré tout seul. Il faisait plus de rééducation dans son boulot que moi au cabinet de kiné où je lui mettais des petites électrodes et je lui faisais de la mob passive. Okay. Et je comprenais pas. Ouais. Donc j'ai fait remplat en Bretagne, un peu à Paris. Au bout de 6 mois, j'avais envie de voyager. Je suis parti en Guadeloupe. J'ai rencontré ma femme là-bas. J'ai beaucoup joué au rugby. J'ai joué dans toute la Caraïbe au rugby. C'était trop bien. J'ai fait des remplats. Je te cache pas qu'à cette période de ma vie, le métier, c'était pas ma priorité. Mais je me suis bien marré. J'ai bien fait la bringue. C'était cool. 4 ans plus tard, je me suis installé dans un assistanat. Je me suis formé en thérapie manuelle. L'ITMP est venu en Guadeloupe pour nous donner des cours. C'était sur 1 an. J'ai adoré ça. J'ai bossé beaucoup pour ça. C'est-à-dire qu'en plus des cours, je retravaillais vachement avec mes patients. Au bout de 5 ans de Guadeloupe, c'était très bien, mais j'ai voulu rentrer en métropole. Je suis rentré dans une ville secrète de la France. Et là, j'ai fait 2 ans d'assistanat avec un kiné qui était trop bien. Seb, je te salue. Kiné, ostéo, kiné du sport. J'ai rencontré Vincent, avec qui j'ai monté maintenant mon cabinet, qui est kiné du sport, avec qui j'ai appris plein de trucs. Et en fait, tout au long de mon parcours, ah ouais, j'ai oublié de dire, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai eu un de mes mentors en tant que kiné, Marc, qui était un très bon masseur. Et du coup, avec lui, j'ai vraiment appris à bien utiliser mes mains à fond. Et en fait, j'ai toujours eu dans mon parcours des kinés qui me tiraient vers le haut. Vraiment, qui m'apprenaient des trucs. T'étais d'accord, t'étais pas d'accord avec eux, mais à fond, en fait, j'ai appris un maximum auprès d'eux. Et ça, je pense que c'est ce que je conseille toujours à mes confrères qui sortent de l'école, d'écouter, de faire le tri dans les informations, tu vas voir. Donc là, on va être 6 semaines en stage. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des trucs que je vais te transmettre. Tu vas aimer, tu vas pas aimer, tu vas prendre, tu vas virer. Et en fait, c'est comme ça que tu vas te créer ton propre esprit critique à toi. Ok, ça marche. Et après, j'ai monté mon cabinet avec Vincent. Et maintenant, ça fait 4 ans que j'ai mon cabinet. Et comme formation, en plus, donc j'ai fait thérapie manuelle, j'ai fait un séminaire de la lombalgie, j'ai fait massage californien parce que je voulais réapprendre à masser. J'ai fait épaule-au-top de Frédéric Srour sur l'épaule, qui était la meilleure formation que j'ai faite. Je me suis formé en PNL. J'ai fait énormément de e-learning. Ça, j'en fais, mais surtout depuis 2 ans, j'en bouffe, je pense, au moins un tous les 15 jours. Ok, eh ben, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, t'es passé par plein d'étapes. Exactement. Je pense que ça t'a forgé aussi. Bah ouais, et tout ça sur 10 ans. Donc tu vois, ce que j'explique toujours, c'est que prenez le temps de vous former, prenez le temps d'aller au bout des formations que vous apprenez sur le terrain. Je vois trop de kinés aujourd'hui, ils ont 3 ans de pratique, ils ont un CV qui est long comme ça, mais en fait, ils n'ont jamais eu le temps de mettre en place ce qu'ils ont appris en formation. Je pense que le mieux, c'est que même quand tu sors de l'école, pendant 1 ou 2 ans, juste tu te démerdes avec ce que tu as appris à l'école, tu apprends à les tester, tu apprends à tester leurs limites, et quand tu arrives en formation, tu as les dents qui sont comme ça, parce que tu n'as qu'une envie, c'est d'apprendre des trucs qui vont répondre à tes problématiques. Carrément. Toi, tu sais quel type de formation tu voudrais faire après l'école? Actuellement, il y a plein de formations qui m'intéressent. Ta formation de sans exo, j'avoue qu'elle est intéressante. Je le dis avec un regard extérieur, c'est pas pour avoir une bonne note du stage, mais déjà celle-là, elle a l'air hyper intéressante. Enfin, en tout cas, j'ai eu que des bons retours là-dessus. Les gens qui t'ont fait des retours, ils t'ont dit quoi? C'est mon petit instant auto-promo, j'en profite. Ils m'ont dit surtout que, en fait, ça t'apprenait un peu les bases qu'on t'avait pas appris à l'école, quoi. C'était un peu les bases du métier et que c'est ce qui nous servait pour la kiné de tous les jours. En fait, c'est ce que cette formation, ça va faire 3 ans que je la donne, je l'ai écrite. Au départ, c'était que des exercices et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me manquait le plus, c'était pourquoi tu fais tel exercice? Pourquoi tu vas faire un squat sur un lombalgique? Pourquoi tu vas travailler ta rotation externe plus ton abduction sur une épaule? Pourquoi tu vas travailler tes muscles de hanche pour une problématique de genou? Et en fait, j'ai vachement inclus, et c'est pour ça que maintenant, elle se donne en 2 jours, du bilan. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, donner le meilleur exercice pour le meilleur patient au bon moment. Et en fait, je reviens vachement sur des fondamentaux que parfois on a un peu oubliés à l'école. Ouais, bah carrément. Donc déjà, on m'a conseillé celle-là. Cool. Et ensuite, on m'a conseillé aussi, par exemple, l'ostéo. De compléter la kiné avec de l'ostéo, ça peut être hyper intéressant. Et moi, quelque chose qui particulièrement m'intéressait, c'est la médecine chinoise. Après, je me suis renseignée, j'ai fait une initiation à la médecine chinoise à un moment et ça m'a plu, donc pourquoi pas. Cool, super, c'est hyper complémentaire. Ouais, bah, carrément, c'est ce que je pense, donc on verra bien. Très bien. Du coup, je passe à une autre question. Ouais. Si tu devais donner 5 conseils aux jeunes diplômés, quels seraient-ils? Je pense que le conseil numéro 1, c'est ayez suffisamment confiance en vous pour savoir qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche, et garder en permanence le doute
dans ce que vous faites. Donc c'est un vrai équilibre en fait, entre à trouver. Confiance et doute. Exactement. Et du coup, c'est ce qui te permet en permanence de te remettre en question, mais quand il y a un truc où tu as tes tripes et tu as ton cœur qui te dit ok, c'est ça, c'est d'y aller jusqu'au bout. Parce que si toi, tu n'y crois pas, ton patient, il n'y croira pas. Et il y a bien souvent des fois où, quand je fais justement ma formation sans exo, des confrères qui viennent me voir et qui me disent je comprends pas, Grégoire, moi je propose des exercices à mes patients, ils ne le font pas. Moi, je te dis, le meilleur moyen pour faire en sorte que ton patient il fasse ces exercices, c'est qu'il y trouve un bénéfice immédiat. Tu trouves un exercice qui diminue les symptômes de ton patient, tu peux être sûr qu'il va le faire. Parce qu'en fait, ça devient concret. Donc, soyez sûr, mais doutez. Deuxième chose, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais ayez parfaitement conscience de vos limites. En fait, moi, aujourd'hui, tu vois, je pense qu'au bout de 10 ans de pratique et de toutes les formations que j'ai faites, je pense que j'ai compris peut-être ça du corps humain. Ok. Je sais que je ne sais pas tout ça, et tout ça, c'est tout ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai un patient qui vient me voir, je veux m'assurer qu'il soit là-dedans. Je vais être efficace pour lui par rapport à ce que je sais, par rapport à ses compétences. Quand je te fais ça, t'as pas envie de me faire une blague, Thibaut? Quand je te fais ça. Donc tu vois, aujourd'hui, moi, la première question que je me pose quand j'ai un patient qui vient, c'est de me dire, ok, est-ce que c'est un patient qui est là pour la kinésithérapie? Est-ce qu'il rentre dans mon champ de compétences? Est-ce que je peux l'aider? J'ai fait le deuil de pouvoir aider tout le monde. Et aujourd'hui, quand j'ai un patient qui vient me voir dès la première séance, je peux être capable de lui dire, je pense que je peux être efficace pour vous, ou je pense que malheureusement, je ne suis pas efficace pour vous, ça sert à rien de perdre du temps avec moi. Et dans ces cas-là, tu réorientes du coup? Bien sûr. C'est que, et même parfois chez d'autres confrères ou consoeurs kinés, je dis souvent, à défaut d'être bon, j'ai un bon carnet d'adresses. Et ça, en fait, c'est hyper rassurant. C'est de dire, si vous avez un problème neuro, je vous envoie vers un bon neurologue. Si vous avez un problème rhumato, je vous envoie vers un bon rhumato, et ainsi de suite. Ça, c'est mon troisième conseil. Quatrième conseil, bougez et faites vos exercices avec vos patients. Je suis désolé, mais je ne trouve pas acceptable un kiné qui ne sache pas faire un squat, qui ne sache pas faire un deadlift, qui ne sache pas faire un burpees. On a, en tant que kiné, et ça, je peux tout à fait le concevoir, parfois, certains kinés ont des handicaps. Parfois, certains kinés ont des problèmes de santé. Cependant, quand ils doivent montrer un mouvement, ils doivent être suffisamment propres et suffisamment clairs pour le montrer à leurs patients. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on se doit d'être exemplaire, quelles que soient nos capacités. Et le dernier 5, c'est soyez curieux, toujours, en permanence. Ok, on doit toujours remettre en question ce qu'on fait et toujours s'assurer d'être à la page. Ouais, et je dirais dans une forme de curiosité bienveillante. C'est-à-dire que, pas d'être dans la critique en disant je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, mais de se dire tiens, ça, je trouve ça intéressant. Comment est-ce que ça me permet de nuancer ce que j'ai déjà fait pendant des années? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des trucs qu'il faut que j'enlève? Est-ce qu'il faut que je rajoute? Est-ce qu'il faut que je nuance? Et je pense qu'en fait, c'est comme ça que tu arrives à construire ton expérience. Et j'aime bien l'idée du pendule. Typiquement, on va prendre mon cas il y a 5 ans, avant qu'il y ait le tournant de l'EBP, donc Evidence-Based Practice, de la littérature. Moi, j'étais à fond dans la pratique. Il y avait que la pratique, beaucoup de thérapie manuelle. Et puis, le jour où j'ai commencé à voir de la littérature qui nous disait que la thérapie manuelle n'était pas toujours très spécifique, je suis passé en mode, je laisse complètement toute la thérapie manuelle et je fais que de la thérapie cognitivement active. Ouais, c'est ça comme ça qu'on dit. En gros, tu parles. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'être un mauvais psychologue quand je faisais ça, que je faisais que parler à mes patients, et je suis revenu sur un peu plus de thérapie manuelle. Et en fait, aujourd'hui, je suis capable de voir au cours du bilan quel patient a plutôt besoin de thérapie manuelle, dans quelle mesure, si je lui fais que de la thérapie manuelle, je vais perdre pour la suite pour l'amener vers des exercices, ou quel patient a besoin que d'exercices et comment l'amener plus ou moins vers de... Ok, ça marche. Je vois. Merci en tout cas pour ces conseils. Je t'en prie. Du coup, ensuite, on aimerait savoir qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir en étant, avant d'être diplômé? Que je peux pas soigner tout le monde. Ouais. C'est vraiment la première chose que tu aurais aimé savoir. Ah ouais, parce que je crois que je me suis vraiment épuisé dès le départ avec des patients qui venaient me voir, en fait, qui n'avaient pas envie d'être soignés, quoi. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où je suis OK sur le fait de me dire je ne peux pas aider un patient qui n'a pas envie que je l'aide. Et j'en suis arrivé de me dire, en fait, je ne veux plus dépenser 98% de mon énergie pour 2% de mes patients. Et tu le verras quand tu vas travailler, qu'il y a des patients qui sont extrêmement énergivores, qui peuvent être rentrés vraiment en conflit avec toi, qui peuvent être là pour les mauvaises raisons, qui ne veulent pas te croire, qui ne veulent pas te faire confiance, qui ne veulent pas faire leurs exercices. Et tu es là, tu t'acharnes et tu t'acharnes et tu t'acharnes pour essayer de les aider. Et en fait, je me dis, au détriment, j'ai une énergie qui est finie au sein de ma journée, pour mes patients, mais aussi pour ma vie perso. Et si jamais je m'épuise pour les gens où de toute façon, je n'arriverai pas à les aider, c'est du lose-lose, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, ces gens-là, maintenant, j'arrive à faire le tri. J'ai créé un cabinet qui est dans une dynamique positive. Donc forcément, quand tu es dans une dynamique de cabinet où les patients, entre guillemets, cool et dynamiques, par le bouche à oreille, ils viennent te voir parce que tu es cool et dynamique. Et les patients qui sont des connards, on est rentré frontal contre frontal. Ils sont sortis de la salle d'attente en disant que j'étais un charlatan, que je valais pas un copec, et qui se barrent en fait. Ouais. Moi, si eux se barrent, ils ne vont pas me ramener leurs patients connards.
en toute bienveillance, hein, évidemment, hein, mais c'est comme dans la vie, il y a toujours une minorité de gens avec qui ça ne marche pas. Oui, c'est sûr. C'est comme partout. Voilà. Et tu vois, finalement, je ne parle même pas de pathologie. C'est juste du comportement. J'ai des patients avec des pathologies très très lourdes, avec qui je m'entends hyper bien et avec qui on arrive à faire des petits progrès. Et j'ai des patients qui ont quasiment rien, avec qui ça ne marche pas. On s'est rentré dans la gueule une fois, deux fois, trois fois, on n'arrive pas à se mettre d'accord, basta quoi. Ok, ouais, c'est juste une question de personnalité. Exactement. Ok, ça marche. On va parler plus du bilan, si ça t'intéresse. Ah bah putain oui. Quelle est la place des tests de l'épaule qui sont actuellement remis en question dans ton bilan? Donc, les tests d'épaule, pendant longtemps, sur les douleurs d'épaule, on avait des tests dits, je crois, orthopédiques ou de provocation de douleur, qui étaient censés être ciblés des différents tendons de l'épaule. On a plus de 19 muscles au niveau de l'épaule, je crois. Et donc, typiquement, on pouvait, en fonction de certains gestes, être capable de dire, tiens, c'est un problème du supraépineux, c'est un problème de l'infraépineux, c'est un problème du petit rond, c'est un problème de tel ou tel tendon. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne sont absolument pas spécifiques. C'est-à-dire que là où tu pensais, par exemple, tester le supraépineux ou le supraépineux, bref, on s'en fout, en fait, en réalité, tu ne testes pas du tout ces tendons-là. Au niveau de leur innervation, au niveau de leur biomécanique, en fait, c'est quasiment impossible de les tester spécifiquement. Est-ce que ça veut dire qu'on les jette complètement à la poubelle? Non. On va juste changer leur utilisation. C'est-à-dire que, en fait, l'épaule, on va plutôt chercher dans quelle fonction on arrive à reproduire les symptômes. Typiquement, quelqu'un qui te dit bah, j'ai mal quand je lève le bras, on va chercher à mettre en place des tests pour savoir qu'est-ce qui modifie la douleur quand il lève le bras. Donc typiquement, on va mettre en place le SAT. Je peux te le faire? Le Scapular Assistant Test. Je vais prendre le bord interne de l'omoplate, je vais guider son mouvement, vas-y monte le bras, sur de la sonnette latérale. Le Scapular Assistant Test accompagne l'omoplate sur le débord. Donc là, de ce qu'on sait, c'est que si jamais tu arrives à diminuer les symptômes sur le Scapular Assistant Test, ça veut dire qu'en fait ta douleur était liée à un défaut d'activation des muscles qui réalisent la sonnette latérale. Et en fait, du coup, on pense beaucoup plus à la fonction, qu'est-ce qui module les symptômes, donc qu'est-ce qui fait plus ou moins mal, aller dans le sens de ce qui fait moins mal et éviter ce qui fait plus mal, beaucoup plus que c'est tel tendon qui fait mal, et du coup, si c'est tel tendon qui fait mal... Oui. Ok, donc tu vas moins cibler sur les tendons et sur l'anatomie, tu vas plus cibler sur le ressenti du patient. Exactement. Et en fait, on avance beaucoup plus vite là-dessus, parce que le problème, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de corrélation, par exemple, entre une atteinte d'un supraépineux à l'échographie et la douleur. C'est exactement le cas de mon premier patient qui s'était passé. Il avait certes une rupture totale du supraépineux, mais il avait retrouvé complètement la fonction de l'épaule. Est-ce que ça valait le coup de l'opérer? Absolument pas, puisqu'il avait récupéré la totalité de sa fonction. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les tests, on les jette complètement? Non. Parce qu'en fait, parfois, ça peut être délicat de reproduire les symptômes de ton patient. Tu as un patient qui vient te voir, il te dit « Ah, je sais pas trop quand j'ai mal, j'ai parfois mal fin de journée ou parfois quand je joue longtemps au tennis, c'est là où la douleur se provoque. » Et du coup, c'est difficile, si tu n'arrives pas à reprovoquer les symptômes de ton patient, savoir comment tu peux les moduler, en plus ou en moins. Du coup, ces tests, comme c'est des tests de provocation de la douleur, parfois, juste au cours du bilan, tu vas pouvoir te dire « Quand vous faites ça, ça vous fait mal? Ouais, bon, on va garder ça comme marqueur. Je vais mettre en place un traitement, l'omoplate, la clavicule, le thoracique, l'activation de la coiffe. Toutes les questions d'épaule, vous les avez juste là ou juste là. Et du coup, savoir qu'est-ce qui va moduler tes symptômes. Donc, on ne les jette pas, mais on les garde uniquement pour ce qu'ils font, à savoir provoquer une douleur. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant. Mais oui. Parce que nous, c'est vrai on vous les a appris? Oui. On nous les apprend et puis on nous les apprend vraiment en mode c'est ce qu'il faut faire. Et c'est tel tendon qu'il faut cibler après tel test. Donc c'est intéressant d'avoir ta vision des choses. Alors en tout cas, moi ce que je te dis, ça vient, et pour moi c'est une vraie référence, clairement de la formation de Frédéric Sourd. Je vous mets en lien, je pense que je peux vous le mettre. L'épaule au top, franchement c'est une bible et c'est l'une des meilleures formations que j'ai faites qui nuance tout ça en fait. Il te dit, t'as pas besoin de ton tendon du supraépineux pour utiliser ton épaule, quand bien même il est douloureux. Ok, et c'est une formation que tu peux recommander à tout le monde, enfin tous les étudiants qui sortent de l'école par exemple? Ah là ouais, pour le coup, parce que l'épaule c'est une articulation, moi j'ai galéré sur les épaules pendant plus de 8 ans. La thérapie manuelle n'est pas efficace sur la plupart du temps des problèmes d'épaule. Les étirements n'ont aucun intérêt, les mobilisations passives ça peut aider mais sur certains cas. Et là en fait il te fait, mais en 2 jours, du bilan d'épaule, mais tu sors de là, tu te dis putain mais pourquoi est-ce que j'ai pas appris ça à l'école? Donc je la recommande. Mais cela dit, elle a 1 an et demi de délai d'attente. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant, tu auras de la place à la sortie. Du coup, j'enchaîne sur une autre question. Est-ce que, selon toi, il faut poser un diagnostic sur la pathologie ou plutôt chercher à soigner les symptômes seulement? C'est une bonne question, elle est plus profonde qu'elle en a l'air. Alors, pour faire simple, je n'ai pas confiance dans l'autodiagnostic des patients, je n'ai pas confiance dans le diagnostic du médecin, je n'ai pas confiance dans mon propre diagnostic. En fait, aujourd'hui,
mon diagnostic, il va d'abord être dans un premier temps d'élimination de drapeau rouge. Je veux m'assurer que c'est pas, je le rappelle toujours, tinnive, traumatique, inflammatoire, neuro-vasculaire, infectieux ou tumoral. Ça, au cours du bilan, normalement, tu es capable de le savoir. Une fois que je sais que c'est pas ça, je vais chercher à reproduire les symptômes. Okay. Et une fois que j'ai des symptômes, j'ai dans ma tête les différentes étiologies, les différents diagnostics qui s'allument. J'avais fait une vidéo un peu fun sur les différents diagnostics du dos, ou celle que j'ai fait avec Fabien Licard là-dessus. Et j'ai mes différentes étiquettes. Je vais mettre en place un traitement, et c'est seulement en fonction du traitement auquel ça correspond que je vais pouvoir donner un diagnostic. Okay. Donc en fait, toute l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un patient qui vient nous voir, il vient avec une prescription médicale qui dit tendinite d'épaule. En fait, en réalité, moi, je vais d'abord m'assurer que c'est bien une tendinite. Okay. Et quand bien même, comment est-ce que je fais pour savoir que c'est bien une tendinite? C'est si jamais je mets en place un traitement pour une tendinite et que ça fonctionne pas. Et que ça fonctionne. Ah oui, et que ça fonctionne, pardon. Oui, et que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, tu sauras que ce n'est pas une tendinite. Exactement. Tu vois, on va partir de l'épaule. Le diagnostic différentiel numéro 1 qui fait que les gens traînent des douleurs d'épaule, c'est qu'en fait, ils ont une névralgie cervico-brachiale. Ils ont un problème neuro. Et si jamais tu ne viens pas tester tes cervicales avant, et j'avais fait une vidéo juste là sur peut-on étirer les nerfs, donc principalement sur les ULNT, ben en fait, la personne te décrit une douleur comme ça. Or, depuis le départ, c'était une douleur neuro et pas une douleur type de tendinite. Donc, ta première question, c'était est-ce que je cherche toujours à mettre un diagnostic? Ma première question… Non, pardon, celle sur le diagnostic que tu viens de me poser. Oui, c'est est-ce qu'il faut toujours poser un diagnostic ou alors il faut seulement s'attarder sur les symptômes du patient? En réalité, nous, en tant que kiné, la plupart des problèmes seront des problèmes douloureux. Tu as très peu de patients qui vont te voir parce qu'ils ont une perte d'amplitude. Parfois, ils ont des problèmes neuro avec une perte de fonction, mais la plupart du temps, c'est la douleur qui va les amener. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne dans la douleur que tu ne peux pas dire, en fait, ce qui vous fait mal, c'est cette structure-là. Au même titre qu'on a jeté tous les tests d'épaule, en fait, c'est quasiment impossible de dire vous avez une déchirure du deltoïde, parce que même si on le voit en écho, est-ce que c'est ça qui fait mal? On n'en sait rien. Donc, c'est ce que j'explique aussi à mes patients. Faisons le deuil du diagnostic, et ça, je le dis dès le bilan, dès le départ. Je suis désolé, mais il est possible qu'à la fin de la séance, je ne sois pas capable de vous dire exactement ce qui vous fait mal. Mais par contre, si on trouve ce qui vous améliore, à ce moment-là, on n'en a plus grand-chose à cirer de ce qui vous fait mal parce qu'on arrive à améliorer le truc. Ce qui est pour le coup très à l'opposé de la vision ostéopathique. D'accord, ouais. Ok. Et moi, j'ai absolument rien contre l'ostéopathie. C'est juste deux philosophies qui sont différentes. Et parfois, l'ostéopathe, lui, va mettre un nom lésion qui ne correspond pas toujours aux symptômes. Qui va dire, bah oui, en effet, vous avez C4 qui est en lésion et c'est pour ça que vous avez mal à l'épaule. Et la personne, elle est arrivée là, elle avait même pas mal au cervical et elle ressort d'ici et on lui a mis une étiquette dont elle n'était même pas au courant. Mais c'est un vrai piège, c'est une vraie bonne question. Tu vois, l'autre fois, j'ai une patiente qui est venue, dépressive chronique, douleur chronique, et on lui avait mis depuis 20 ans l'étiquette de fibromyalgie. Ok. Donc la fibromyalgie, c'est une pathologie chronique qui a un impact sévère sur toutes les douleurs. Et les gens, moralement, forcément, quand tu as mal partout, tu ne le vis pas bien. Au cours du bilan, je m'aperçois qu'elle a mal au cervical, mal à l'épaule et mal dans le bassin. Et comme ça, de manière très mécanique, systématiquement reproductible sur certaines choses de sa vie. En fait, à la fin du bilan, je lui dis, madame, je suis désolé, mais je ne crois pas que vous ayez une fibromyalgie. Elle me dit, ah bon? Et là, elle commence à pleurer. Elle me dit, en fait, ça fait 20 ans qu'on m'a dit ça. Et je lui demande, mais qui vous l'a dit? Elle m'a dit, c'était un médecin. Et il m'a fait remplir un questionnaire. J'ai répondu à 16 questions. Et en fait, ça fait 20 ans, à chaque fois que je vais voir mon médecin, il me dit, ah, mais cherchez pas, c'est la fibromyalgie. Or, elle avait juste cervicalgie, douleur d'épaule et lombalgie. D'où l'importance du bilan. D'où l'importance du bilan. Donc, toujours mettre une étiquette, non, parce que parfois, tu peux enfermer les patients dans des étiquettes et ne pas aller au rythme de leurs évolutions. C'est le cas sur les hernies discales. Combien de patients ont des hernies discales et te disent, ah, mais moi, j'ai une hernie discale depuis 25 ans et vous avez quoi? Ah, j'ai pas mal. Bon, très bien, donc vous avez juste pas de problème, quoi. Ouais. Donc, la question du diagnostic, elle est vachement riche. Je pense que pour aller plus loin, en fait, pour nous, le diagnostic, on devrait quasiment le réserver uniquement aux professionnels de santé pour qu'on puisse mettre une étiquette pour savoir un peu qu'est-ce qu'on a fait. Mais pour ça, il faudrait uniformiser nos démarches autour de certaines pathologies. C'était bien cette question. Ouais, les gars, je suis désolé, c'est un peu technico-technique. Hein. C'est ça les EP Press. C'est très intéressant. C'est vrai? Ouais. Même moi, je trouve ça très intéressant. Enfin, surtout moi. Oui. Donc, dernière question. Quand tu reçois un patient et que tu maîtrises pas du tout sa pathologie, comment organises-tu la première séance? Je lui dis. Ok. Déjà, direct. Donc, si pour le coup, il vient, je te dis, avec un nom de pathologie dont j'ai jamais entendu parler, au départ, dans ma pratique, j'avais honte. Moi, j'ai une feuille de bilan, je mettais mon téléphone et j'allais sur Wikipédia et je tapais le nom de sa pathologie. Typiquement, la première fois que j'ai eu une patiente qui est venue avec un syndrome d'Ehlers dans l'os. T'en as déjà entendu parler? J'ai déjà entendu parler. Donc moi, j'en avais jamais entendu parler et j'ai une patiente qui vient de me voir. Syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une pathologie du tissu conjonctif qui engendre des douleurs chroniques au niveau de toutes les articulations,
au mouvement et au repos. C'est atroce. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent et je vous invite 2 choses. Si jamais vous souffrez de douleurs chroniques ou si vous avez des patients qui souffrent de douleurs chroniques, dont le syndrome des lèvres dans l'os, allez voir le site retrainpain.org qui vous explique tout sur comment fonctionne la douleur chronique. C'est passionnant. Et j'ai fait une vidéo un peu plus vulgarisatrice sur comment fonctionne la douleur chronique. Le tissu conjonctif, c'est pas l'œil? Non, en fait, c'est sur les conjonctivites. C'est une bonne question. En fait, le tissu conjonctif, au départ, tu es l'issue de gamètes de ton papa et de ta maman. Et dans du développement tissulaire, le tissu conjonctif, c'est tout ce qui va donner, tu me corriges si je me trompe, la peau, les ligaments, les muscles, les aponevroses. Donc en gros, tout ce qui fait un peu la viande chez toi, quoi. Ça te donne faim du coup. Le fait qu'on ait évoqué le mot viande, une bonne bavette à l'échotte. Et donc en fait, le tissu conjonctif, on l'a sur tout le corps. Et donc les patients qui souffrent de syndrome des lèvres dans l'os, ils ont mal partout, c'est super dur. Et ben maintenant, j'ai l'honnêteté de leur dire, écoutez, je suis désolé, je ne connais pas votre pathologie, mais je vais tout faire pour l'apprendre. Ok, donc tu la prends quand même en charge. Ouais, je la prends quand même en charge, je fais le bilan et en fait, quand je ne connais pas, j'en reviens toujours à la fonction. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et quel est l'impact de vos douleurs sur votre quotidien. Et en fait, je trouve que parfois, quand tu mets une étiquette sur un patient d'une pathologie, tu passes à côté des choses essentielles de la vie. En fait, il n'est pas capable de conduire plus de 20 minutes, il n'est pas capable de courir avec ses gamins. Et ça va avoir un impact majeur en fait sur sa vie. Donc c'est plutôt de se dire, sur la fonction, est-ce que vous arrivez à vous lever? Comment est-ce que je peux faire en sorte que vous arriviez à vous lever? Si vous avez du mal à dormir 7 heures par nuit, comment est-ce que vous pouvez ritualiser votre nuit de sommeil pour mieux dormir? Il y a toujours quelque chose à faire et parfois juste de l'éducation de base sur des bons gestes de santé, sur des rythmes de bien bouffer, bien dormir, faire un peu d'activité physique et avoir une activité spirituelle qui te fasse du bien. Parfois, c'est des conseils qui sont essentiels, qui leur vaut beaucoup mieux que vous allez me faire du tense, vous allez me faire l'étirement des quadrilles, on s'en branle quoi. Ok, je vois. Donc tu fais vraiment une approche fonctionnelle et tu essaies de te débrouiller. Ouais, et en fait, tu seras surprise de voir que les patients, ça leur fait du bien aussi de voir que certains professionnels de santé ne savent pas. Ouais. Parce que je me suis déjà retrouvé dans des situations face à des patients experts, des patients qui connaissent mieux que toi leur propre pathologie. Et pour eux, ça les gonfle en fait d'avoir un professionnel de santé qui fait semblant de savoir et qui ne sait pas. Tu vois, un peu comme... Oui, au final, ils le voient, quoi. Ouais, c'est clair, ça se voit. Et ils ont l'impression qu'on les prend pour des cons. Alors que si, à l'inverse, tu leur dis, écoutez, je sais pas, expliquez-moi. Oui, il y en a une partie qui va être vexée, qui va te dire, t'es qu'un incompétent. Ouais, en même temps, je peux pas tout savoir. C'est ce que je te disais, hein. Ce que je sais que je sais, ce que je sais que je ne sais pas, et ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Et là, on se retrouve dans ce que je sais que je ne sais pas. Et je préfère être là-dedans, plutôt que de faire semblant de savoir et lui proposer un truc pipeau et qu'il perde son temps avec moi aussi. Et souvent, c'est des patients avec lesquels tu vas construire une relation plutôt sur le long terme, parce que tu vas apprendre en même temps qu'eux, et demain, quand tu auras un autre patient qui aura la même symptomatologie, tu vas pouvoir l'aider. Ok, puis même ça va engendrer une relation de confiance aussi. Bien sûr. Parce que le patient, il va se sentir pris en main et vraiment accompagné dans tout ça. Et lui, il va trouver une certaine forme aussi de mise en valeur de sa propre expertise, de l'écoute de son propre corps, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui lui arrive. C'est pas toi en fait. Dans nos cours, on nous apprend pas ce que c'est par la douleur, ce que c'est de vivre avec un corps qui a une sclérose en plaques, quoi. Ouais, et c'est justement ce que je trouve le plus dur dans notre métier. Parce que pour moi, en tout cas personnellement, j'ai souvent du mal à me mettre à la place du patient parce que j'ai pas vécu exactement tout ce qu'il a vécu. Bien sûr. Donc du coup, je trouve ça compliqué mais passionnant. C'est passionnant et c'est pour ça que moi je trouve notre métier passionnant parce qu'en fait, le seul moyen que tu auras d'imaginer un peu ce que c'est de vivre, c'est d'écouter tes patients et de les écouter encore et encore. Et quand tu auras vu 25, 60 personnes qui auront les mêmes symptômes, tu pourras te dire, en fait, Madame Michu, elle vivait super bien sa sclérose en plaques, tandis que David, il le vivait hyper mal. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Madame Michu, elle le vivait hyper bien, tandis que David ne le vivait pas bien? Et en fait, c'est comme ça que tu construis ton expérience patient. Plus tu auras vu des patients avec des symptômes à peu près proches, et plus tu pourras donner à David les conseils que tu avais vus sur Madame Michu. Ouais, et en fait, toi, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir la sclérose en plaques, tu es juste en fait, une sorte de passager, de messager de ce que tu as vu qui fonctionnait. Et tout. Ok, j'ai une dernière question. Vas-y. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon kiné? Je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'écouter ses patients et de vraiment écouter sur des astuces simples. Moi, il y a un truc que j'ai appris que je trouve absolument génial, c'est sur l'écoute active. Tiens, je vais vous montrer ce que c'est l'écoute active. On va le faire ensemble. Ok. Florence, ça se passe comment ta 3e année depuis le Covid? Alors honnêtement, c'est un peu compliqué parce que la kiné, c'est quand même beaucoup de pratique. T'as fait le point ou pas? Énormément de... Ah oui, ouais. D'accord, ok, je comprends. Je commence à comprendre. Ouais. Et on a eu énormément de cours de pratique qui ont un peu sauté. Ok. T'as trouvé ça comment?
horrible. C'est horrible. Ça m'a mis super mal à l'aise en plus. On le refait? Bah oui. Comment ça s'est passé cette 3e année avec le Covid? Eh ben, j'ai trouvé ça compliqué parce que la kiné, c'est quand même un métier très pratique et on a eu pas mal de cours pratiques qui ont sauté. Donc du coup, là, je suis très contente d'être en stage actuellement et de pouvoir pratiquer en cabinet. Ce qui te manque le plus par rapport à cette année, c'est le fait que tu n'as pas beaucoup eu le temps de pratiquer. Pratiquer, ouais, complètement. Bah, c'est la pratique parce qu'en soi, les cours théoriques, on les a en visio. Donc c'est de la théorie, il faut juste l'apprendre et puis voilà. Certes, c'est moins passionnant que quand on a le prof en cours parce que c'est dur de rester 4 heures devant un ordinateur et de tout suivre. Mais voilà, pour moi, le plus gros défaut depuis le Covid, c'est de ne pas pouvoir pratiquer. Ok, donc ce que tu attends de ce stage-là, c'est qu'on puisse pratiquer ensemble et que je te montre des techniques pratiques. Exactement. Super. Comment tu t'es sentie? Eh ben là, génial. Vachement plus écoutée. Ouais, je me suis sentie écoutée. Ouais. Et donc ça, c'est alors, c'est vrai, je t'ai vraiment écouté, les 2 fois, je t'ai écouté. Mais il y en a un où je ne t'ai pas montré que je t'écoutais, et l'autre, je t'ai remontré que je t'écoutais. Et une technique qui marche super bien dans l'écoute active, c'est reformuler avec tes mots ce que disait la personne. Ce que disait la personne. Et là, tu l'as dit 4 fois, pratique, donc j'ai compris que pour toi, c'était quelque chose d'important. Et tu vois, en fait, tout de suite, tu te sens écouté, et tu te dis « Ah, putain, il y a quelqu'un qui me comprend, quoi. » C'est vrai. Et en fait, c'est 1000 fois plus facile de s'adresser à quelqu'un où tu lui montres que tu l'écoutes que d'arriver directement « Ah, mais t'inquiète pas, moi, je vais te montrer comment ça se passe le stage et je vais te montrer la pratique. » Alors, intérieurement, tu vas te dire « Ouais, cool, mais en fait… J'ai pas eu le temps de lui exprimer à quel point j'avais besoin de montrer la pratique. » Donc l'écoute active. Et donc pour moi, être un bon kiné, ça passe par de l'écoute active, connaître ses limites et puis, dans la mesure du possible, être le plus carré possible dans ce qu'on sait faire. Et en tant que praticien libéral, moi je suis convaincu qu'il y a au moins 80% des actes que je fais dans la journée qui sont quasiment toujours les mêmes et qui marchent bien. Une sorte de boîte à outils qui va pour 80% des patients. Et d'être capable d'être compétent sur les 20% restants, mais en fait, déjà, si tu es capable d'exclure tes drapeaux rouges, de faire de la reproduction de symptômes, de la modulation de symptômes, franchement, globalement, nos patients, on arrive bien à les traiter comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Bah, merci. On verra. On fera un point à la fin des 6 semaines de stage. Tu me dis, ouais, bah, Jean-Roux, c'est une fraude complète. Non, et blague à part, dites-nous en commentaire si vous avez suivi, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un épisode suivant de EP Presque où c'est toi qui vas parler? Et du coup, moi, je vais te poser des questions. Qu'est-ce que tu as appris pendant ce stage? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu vas balancer? Dites-le nous en commentaire. J'espère que tu as la pression du coup. Non, ça va. Jusque-là, tu n'es pas ma première stagiaire. Donc jusque-là, j'ai eu que des stagiaires qui étaient contents. Ah, putain. Allez, salut à tous.